Tel que je l'avais dit, on va essayer de, n'est-ce pas, on va être des participants très sages. Vous n'allez pas aller mettre des mots dans la deuxième, troisième colonne quand ce n'est pas la bonne colonne. C'est clair, vous avez le titre des communications et vous allez avoir en même temps le numéro. Donc, après chacune, ça devrait être pas. On va l'expérimenter, on va le faire une fois, on va voir si ça marche. Si ça ne marche pas, on débranche tout. Êtes-vous d'accord? Alors, à quel propos on pourra faire des petits mots-clés? Les propos qu'on va entendre seront en lien avec un projet qui s'appelle Wikitedia. Nous connaissons toutes et tous Wikipédia, mais ce matin, nous entendrons parler d'un Wikitedia. C'est un projet de conception collective d'une encyclopédie de stratégies pédagogiques ouverte et disponible en ligne. Des étudiants de deuxième cycle de la TÉLUQ y ont construit et partagé leurs connaissances et leurs idées tout en créant des ressources éducatives évolutives. Madame Béatrice Poudelco, qui est professeure au département d'éducation de l'Université TÉLUQ, nous présentera le projet, son évaluation globale et ses principales leçons apprises. Alors, Madame Poudelco, à vous la parole. Non. Bonjour, mais ce n'est pas ça. Alors, diaporama. Oui, F5, c'est ce que je fais. Bon. Et ça, je peux diminuer. Et ça aussi, je peux le fermer ou pas? Non? Hide. Bon, je pense que tout est bon. Bonjour, donc merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci aux organisateurs, évidemment, pour me donner la place de parler de ce projet innovant et que j'espère aussi inspirant. En tout cas, moi, il m'a inspiré pendant plusieurs années. La conférence d'Alain, tout à l'heure, m'a vraiment fait penser à plusieurs choses. Là, ça a allumé, là, c'est rentré en résonance là, avec toute ma réflexion là-dessus, entre autres les mots comme pérennité, le temps nécessaire pour innover, la façon d'évaluer les projets, le design participatif et tout ça. Donc, tout ça, c'est un petit peu là-dedans, mais évidemment, le sujet est extrêmement vaste. C'est un projet qui a commencé en 2013, qui était vraiment en ligne en 2014. Donc, aujourd'hui, dans une démarche, justement, de scholarship of teaching, je fais un genre de premier retour sur ce projet avec la diffusion donc, de premiers résultats. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui? Je vais mettre... Donc, on m'a demandé aussi de faire une présentation interactive. Lise Chauvineau, Vrefad a fait récemment un super guide sur l'interactivité. On sait comment c'est important. Alors, je vais essayer de faire ça. Donc, il se peut que je m'égare un petit peu. Ce projet, c'est un projet qui m'a enthousiasmé pendant longtemps et continue de m'enthousiasmer. Alors, on va pouvoir en discuter. Peut-être que je vais un petit peu déborder, donc rappelez-moi toujours à l'ordre. Pour débuter, est-ce que tout le monde sait c'est quoi un wiki? Est-ce que c'est un oiseau? Non. Non, ce n'est... Oups! Aïe! Non, c'est pas ça. OK, on continue. Pourquoi mes animations ne fonctionnent pas? Non, voilà, ça fonctionne. Non, ce n'est pas un oiseau, mais j'ai déjà entendu une réponse que oui, que c'en était un, mais effectivement, c'est un autre type d'oiseau. Ce n'est pas wiki, c'est plus kiwi, là. Donc, pour certaines personnes, ça pouvait être un petit peu mélangeant. Est-ce que c'est une encyclopédie collaborative en ligne? Oui? À peu près. Ce n'est pas toujours et uniquement une encyclopédie collaborative en ligne. Est-ce que c'est un système de gestion de contenu web ouvert? Hein? Des mots bien compliqués, là, mais c'est vraiment ça. C'est un système de gestion de contenu web ouvert. Effectivement, mais ce n'est pas seulement ça. Est-ce que c'est une communauté en ligne? J'ai cliqué trop vite. Oui et non, encore une fois. En fait, pour revenir aussi un petit peu là, sur la conférence d'Alain Stokles tout à l'heure,
un wiki est à la fois un objet et à la fois une pratique. Un wiki est un système sociotechnique, on pourrait dire. Donc, c'est une technologie plus humain. Dans le cas d'un wiki, c'est une technologie qu'on appelle un moteur de wiki. Et effectivement, un groupe, un collectif, qu'on pourrait appeler communauté, dépendamment de la définition qu'on donnerait à la communauté. Mais ces mix-là, j'ai mis des plus, mais évidemment, ce n'est pas une addition, c'est plus une combinaison magique qui parfois fonctionne et qui parfois ne fonctionne pas, parce que c'est toujours en fonction d'un projet. On a un projet avec des buts, avec des motifs, avec des valeurs qui peuvent donc guider le projet en question et qui vont faire que la mayonnaise prenne ou pas. Donc, vous connaissez bien, je pense, la superbe mayonnaise qui est disponible aujourd'hui sur le web, qui est celle justement de Wikipédia, un extraordinaire projet collectif d'encyclopédie collaborative à laquelle, au début, la personne ne croyait pas trop et finalement qui a superbement fonctionné. Donc, le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, le projet Wikitedia, évidemment, il y a un clin d'œil par rapport à Wikipédia dans le nom. À l'origine, Wikitedia a été conçu dans le cadre d'un cours dans un programme de technologie éducative à l'Université Luc. Donc, c'était comme technologie éducative, TEDIA, ça marchait. J'ai inventé les noms, j'en étais bien contente. Donc, mon wiki, le wiki que nous avons conçu, je dis mon wiki là parce que je me suis beaucoup investie, mais évidemment c'est une œuvre collective, c'est à la fois un système de gestion des contenus web en code ouvert, puisque nous utilisons le MediaWiki, qui est aussi le logiciel, le moteur de wiki utilisé par Wikipédia, soutenu par la fondation Wikimedia. C'est un moteur de recherche extrêmement puissant, polyvalent et autour duquel se crée toute une communauté aussi de développeurs en code ouvert et tout ça. C'est aussi un projet de conception de ressources éducatives libres avec les 5 R là, des ressources éducatives libres qui sont, je vais essayer de me souvenir de toutes, réviser, réutiliser, réintégrer, en tout cas, il y a beaucoup de R comme ça. Je pourrais vous les lire exactement parce que c'est un auteur qui a bien présenté ça. Donc, les 5 R des ressources éducatives libres, c'est retenir, réutiliser, réviser, remixer et redistribuer. Donc, c'est exactement ça que nous faisons dans le projet Wikitedia. Donc, toutes les ressources sont disponibles sous la licence de Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. L'idée est de construire des savoirs scientifiques sur les stratégies de formation. Au début, ça s'appelait stratégie pédagogique, et ensuite, avec toute la réflexion et l'élargissement aussi de la banque de stratégies. Aujourd'hui, lorsque le projet est entré dans une seconde phase, on va élargir même le mot, là, on va appeler ça plus large, stratégie de formation. On a hésité, stratégie éducative, stratégie de formation. Si vous avez des idées, là, je suis bien ouverte là-dessus. Et donc, il est conçu par les étudiants et les étudiantes de mon cours en ligne, Stratégie pédagogique, une approche cognitive. C'est un cours de 2e cycle en éducation à l'Université Luc. Et il prend la forme d'une encyclopédie collaborative de stratégies de formation. Donc, aujourd'hui, la présentation a déjà un petit peu changé parce que, comme je viens de vous dire, on est entré dans une 12e phase donc, de ce projet. Donc, de nombreuses fiches contenant les stratégies ont été construites. Je ne vais pas toutes les dévoiler, mais je pourrais vous démontrer l'exemple d'une de ces fiches. Apprentissage basé sur les cas. Chaque fiche est construite selon un même gabarit avec un certain nombre d'informations dans ce gabarit. Donc, évidemment, c'est une construction par les étudiants avec une qualité très variable et le contenu est élaboré de façon très variable parce que c'est évolutif, justement. Donc, en quoi ce projet-là est innovant? Je pense qu'il est innovant à cause de l'Internet. Hein? C'est bien sorti ce mot-là. Donc, en 1991, Gaston Mialaret, qui est donc un chercheur en sciences de l'éducation bien connu, a constaté dans son livre sur les pédagogies qu'il était impossible de se livrer à une présentation, à une analyse de toutes les méthodes éducatives présentes et passées, et ceci pour plusieurs raisons. La première est relative à l'ampleur de la tâche à accomplir. Une encyclopédie n'y suffirait pas. Personne, à notre connaissance, n'a fait à ce jour l'inventaire complet dans ce domaine. Donc, les stratégies pédagogiques
stratégie de formation, je pense que c'est le principal résultat de la créativité et de l'innovation justement pédagogique. Il y en a plein, il y a des modes, il y a des tendances, ça se développe de différentes façons par les praticiens, par les scientifiques. Et donc, selon Miel Arrey, c'est impossible de toutes les réunir. Mais lorsque j'ai commencé donc à penser à l'idée de mon cours sur les stratégies pédagogiques, j'étais effectivement dans cette démarche-là. Je me disais, il y en a tellement là, il y a une grande diversité, il y a tout plein de noms, il y a une même stratégie qui s'appelle de différentes façons. Bon, il faut que je fasse le ménage dans tout ça avant de préparer une banque de ressources sur les stratégies pédagogiques pour mes étudiants. La principale compétence visée dans mon cours est une compétence du référentiel des concepteurs pédagogiques qui est celle de sélectionner et adapter les stratégies pédagogiques. Donc je me disais, je dois leur offrir une banque de stratégies pédagogiques. Malheur, la tâche s'avérait surhumaine. Et donc en réfléchissant à cela, je me disais, mais pourquoi je leur donnerais cela? Je pourrais leur demander de les construire, ces connaissances. Quel bel exemple d'une approche constructiviste en éducation à distance. En fait, j'étais inspirée par plusieurs choses. Là. Depuis plusieurs années déjà, dans ma recherche, j'ai travaillé sur les communautés de pratique, la communication médiée par l'ordinateur, l'écriture en tant qu'outil de pensée. Donc, toutes ces idées-là, certainement, ont joué un rôle dans ma décision. Mais aussi, à partir des années 2000, on a vu ce qu'on a vu. Il y avait plein de projets là, de construction collective de connaissances, des groupes de développeurs de logiciels libres, toutes sortes de communautés qui sont créées. Alors, on s'était dit, avec ma collaboratrice de bonheur, Christine Simard, qui est là, merci Christine, tu y as été pour beaucoup, donc dans cette première étape, on s'était dit, on va concevoir, on va proposer un projet d'encyclopédie de stratégie éducative, pédagogique, de formation, grâce à la participation de nombreuses personnes qui, chacune, pourra contribuer avec ses connaissances, ses intérêts et sa motivation. Tout ça, c'était bien beau, hein, c'était un bel idéal, mais tout de même, effectivement, pendant la conception, tout au long de la conception, tout au long ensuite de l'encadrement et de la diffusion, et encore aujourd'hui, il y a une tension là qui est vraiment perceptible dans ce projet, qui est en fait celle entre le pôle wiki et le pôle encyclopédique. Donc, il y a un auteur là qui s'appelle Sahu, en 2016, là, il a fait un bel article en analysant justement la participation et les règles de participation qui ont émergé et qui ont été construites par la communauté de Wikipédia. Donc, on peut déterminer qu'il y a plusieurs sources de tension là, entre le pôle wiki et le pôle encyclopédique qui s'appliquent aussi donc, dans notre projet. D'une part, entre donc, la croissance cumulative qui est prévue et qui est valorisée dans le wiki et une encyclopédie, l'idée de l'encyclopédie qui est celle de la fiabilité de la connaissance. Ensuite, la participation, évidemment, dans un wiki qui est libre et ouvert à tous, et dans une encyclopédie, les règles sont plutôt strictes et puis la participation est restreinte selon ces règles-là. Ensuite, en ce qui concerne l'établissement des règles, dans un wiki, le fonctionnement, l'établissement des règles, la communauté s'autogère. Donc, les règles sont ad hoc, démocratiques, émergentes, alors que dans une encyclopédie, c'est tout le contraire. Prescription, contrôle autocratique et descendant. La question des savoirs, de quel savoir on va parler là? C'est quoi les savoirs que l'on souhaite construire là donc sur les stratégies pédagogiques? Et finalement, la dernière chose là, c'est le rapport à la temporalité. L'évolutivité donc du wiki et la stabilité d'une encyclopédie, de quelle façon on peut marier ces deux valeurs là qui sont dans une certaine mesure contradictoires. Donc, vous avez peut-être reconnu là que le premier pôle, le pôle du wiki, souvent on l'appelle la sagesse des foules. En fait, c'est la valeur de la sagesse des foules. Plusieurs livres sur la sagesse collective, l'intelligence collective sont parus récemment, vantant donc les bienfaits de cela, non seulement sur l'Internet, mais pour la démocratie dans son ensemble. Il y a un proverbe qui correspond bien, qui exprime bien cette idée de la sagesse des foules, c'est plusieurs têtes valent mieux qu'une. Exactement. Et l'autre valeur, c'est la folie des foules.
En fait, la sagesse des foules, c'était une valeur démocratique qui était déjà promue par Aristote. Et Platon, par la suite, l'a pas mal critiqué, donc comme on le sait, sans maître. Et lui, il était plutôt pour une approche de démocratie, disons, plus élitiste, en pensant que la foule, une multitude d'individus, n'est pas capable de se gérer, de s'autogérer, de faire des décisions éclairées. Donc, cette idée de la folie des foules a aussi son proverbe. Est-ce que vous pouvez me dire lequel? Non? Personne? Petit brainstorming? Non? Trop de cuisinières gâtent la sauce. Par exemple. Je pense qu'on pourrait en trouver d'autres. Donc, entre la sagesse et la folie, qu'est-ce que nous allions faire là? Bien après, une fois que le projet a bien se déroulé, j'ai repensé à tout ça et je me disais, en fait, ce que j'ai fait, c'est une hypothèse de la confiance. J'ai fait confiance à mes étudiants. Deux théories éducatives m'ont inspirée dans cette approche-là. C'est l'approche de construction de connaissances et d'écrire pour apprendre de Scardamalia et Bereiter, des chercheurs canadiens de l'Ontario, et la pédagogie orientée vers la contribution. Donc, pourquoi ces théories sont inspirantes? Parce qu'elles mettent en valeur le fait, là, quelque chose que j'ai vu, parce que ça fait longtemps que j'ai encadré, depuis des années, j'ai encadré des étudiants à distance à la TELUC, et donc je savais que c'était des personnes adultes, souvent professionnelles, avec plein d'expérience, avec plein de connaissances, très motivées, et que finalement, pour que l'apprentissage ait du sens pour ces personnes-là, il faut qu'on les implique dans un processus de construction de connaissances qui ont de la valeur pour eux, pour ces personnes-là, pour leur communauté. Donc finalement, une valeur pour leur pratique professionnelle. Évidemment, cette hypothèse-là, elle a plusieurs niveaux. Hein. On peut faire confiance aux personnes, mais en même temps, on a aussi nos contraintes temporelles d'un cours à distance, un cours de 3 crédits, dans lequel le wiki, au début, l'activité dans le wiki, c'était juste une des activités, un des 3 travaux notés. 4. 4 travaux notés. Donc, on sait là, un cours se déroule sur 15 semaines. Les étudiants, est-ce qu'ils ont le temps d'y participer? C'est toujours le principal problème, parce que la littérature donc, sur la participation dans les projets de wiki en enseignement supérieur, que ce soit en présence ou à distance, a retrouvé finalement, selon moi, les mêmes constats que la recherche qui a été faite au début des années 2000, fin années 1990, sur les forums de discussion. Les étudiants ne participent pas, ils participent seulement lorsque c'est obligatoire, ils font leurs travaux à la dernière minute. Pour que cela fonctionne, il faut vraiment une bonne conception de l'activité, il faut une animation soutenue. Alors, de quelle façon nous allions profiter de toutes ces leçons apprises déjà par la recherche et organiser donc, notre wiki? On avait beaucoup de questions à se poser. On pourrait regarder qu'il y a finalement on pourrait penser qu'il y a 3 niveaux principaux dans un wiki. Il y a l'espace du contenu, c'est vraiment l'espace de connaissances. Donc, dans notre cas, c'est l'espace de connaissances sur les stratégies, toutes les informations qu'on va mettre sur les stratégies pédagogiques. Ensuite, on a comme un niveau méta, le niveau suivant, c'est l'espace de la discussion sur le contenu. Le wiki, le média wiki, comme celui que j'ai utilisé, habituellement a toujours une page de discussion sur chaque page. Donc, les participants contribuent, font une œuvre collective et discutent sur la façon de faire cette œuvre et sur sa qualité. Et enfin, le troisième espace, c'est l'espace de l'organisation du projet. Dans le cas de Wikipédia, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi la recherche qui s'est faite sur Wikipédia, mais en fait, pendant des années, là, de Wikipédia a émergé une véritable méritocratie, ou oligarchie même pour certains, avec un très grand nombre de règles, de fonctionnements, de statuts, de rôles, à tel point
qu'on observe depuis 2 ans une baisse de participation à Wikipédia, puisque les nouveaux venus, ils ont tout simplement peur. Ils ont peur parce qu'ils se font toujours rabrouer, contrôler, demander des trucs. Il y a trop de choses là. Wikipédia, aujourd'hui, est devenu une espèce de monstre bureaucratique. Quand on vraiment s'y plonge, je ne sais pas si vous avez essayé de contribuer, mais si on veut faire des contributions un petit peu plus avancées, c'est vraiment ce qu'on découvre lorsqu'on est de nouveaux contributeurs. Donc, dans mon cas, je me disais, OK, avec nos étudiants, je ne vais pas leur demander là, de construire toutes les règles, la façon de fonctionner, parce que justement, je sais qu'il faut organiser cette activité. Donc, mon hypothèse de confiance, au niveau de l'espace de l'organisation du projet, on pourrait dire, je n'ai pas tellement fait confiance aux étudiants. Mais en fait, je leur ai fait confiance dans le sens que j'ai pris en compte le contexte. Dans quel contexte sont mes étudiants? Ils ont une contrainte temporelle de réalisation de leurs cours dans un certain nombre de semaines, un certain nombre d'heures à consacrer, et en même temps, ils ont une contrainte qui est une contrainte de cheminement dans un cours à distance à la TELUC qui est celui de l'inscription continue. Chez nous, c'est une grande contrainte à la TELUC, on pourrait dire, en tout cas c'est une caractéristique, ça peut être considéré comme une contrainte ou comme une flexibilité, et c'est souvent comme ça que c'est considéré et apprécié par les étudiants. Mais du coup, on n'a pas de fonctionnement par cohorte. Donc tout projet collaboratif va se heurter à cette question-là de groupe-projet. Les étudiants ne sont pas ensemble, ils ne sont pas dans le même espace spatio-temporel. Mais en fait, avec le wiki, je me suis dit, mais il y a une belle opportunité de renverser cette contrainte en un avantage. Puisque les étudiants travaillent de façon continue, c'est de façon continue, ils s'inscrivent de façon continue, c'est de façon continue qu'ils vont être capables d'améliorer le wiki, chacun à son rythme, et l'interaction se fera à travers justement toutes ces contributions, un petit peu comme c'est le cas aussi dans le Wikipédia. Donc, avec les concepteurs pédagogiques qui m'ont accompagné, quelques étudiants stagiaires, j'ai beaucoup travaillé à élaborer les règles et les valeurs du projet. Donc, c'est vraiment, il y a eu une certaine organisation au départ. On a réfléchi, par exemple, à l'ouverture. Est-ce qu'on devrait rendre le wiki complètement public, fermé, semi-public? Donc, en fait, le wiki, il est public, il est lisible partout sur le web, mais l'écriture est réservée à la communauté de la TELUC. Chaque membre de la TELUC, avec son code, là, son courriel, pourrait se connecter au wiki et écrire. Ensuite, j'ai travaillé énormément sur, OK, c'est quoi mon intention d'apprentissage, c'est quoi l'organisation didactique que je vais proposer. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est encore toute une grande, beaucoup de réflexions et beaucoup de détails là, que je devrais vous donner, mais ce n'est pas mon but aujourd'hui. Donc, la question des activités, de quelle façon elles vont être structurées, comment ce travail public va être évalué, finalement fera partie d'un travail noté des étudiants. Au fur et à mesure du projet, quand la banque de stratégie commençait à grossir, il fallait rajouter des consignes. Donc, en fait, il y en avait plein qui sont rajoutées au fur et à mesure. Ça a grossi énormément, différents types de projets. Il y avait un suivi et une évolution donc, continue que j'ai réalisé tout au long. Et finalement, donc, l'implication et le guidage là, de moi, là, en tant qu'experte, là, qui était garante de la qualité scientifique du wiki. Et c'est là que j'ai heurté un grand défi aussi de développement professionnel. C'est justement accepter qu'on n'est pas l'expert du tout, accepter qu'il y a de l'incertitude dans ce qui se construit. Oups, j'avance. OK. Alors, si je regarde, donc là, ça c'était par rapport à l'espace 3, hein, toute cette question de l'organisation. Maintenant, si on regarde aujourd'hui le wiki, au bout de 5 ans, nous avons fait une évaluation, on a commencé à faire une évaluation pour réviser le wiki, proposer autre chose, parce qu'on dirait qu'il est vraiment arrivé à un certain point de maturité. Donc, s'il me reste un petit peu de temps, vous allez pouvoir explorer vous-même. Mais c'est ici ma partie interactive, donc j'aimerais ça qu'on interagisse un petit peu quand même. Alors, d'après vous, combien de stratégies comporte aujourd'hui la banque de stratégie?
est-ce qu'elle a réussi son pari? En tout, il y a 117 stratégies qui ont été donc construites de façon plus ou moins complète, avec de qualité plus ou moins grande. Mais par exemple, on y trouve quand même des tas de choses, parce que si vous pensez à la taxonomie Bloom révisée Anderson et Cradwell, dont parlait Alain, si vous vous demandez c'est quoi, bah, vous trouverez une fiche là-dessus, avec pas mal d'explications quand même. tout comme sa page de discussion, évidemment, et un commentaire du lecteur. Donc, les gens là, qui sont vraiment à l'externe peuvent nous donner des commentaires. Bon, un beau commentaire, il était content, ce monsieur-là, à l'adresse IP 41, etc. Quelle est donc la pertinence publique aujourd'hui de la banque de stratégie pour toute la communauté éducative? Bon, quels sont nos indices que nous pouvons utiliser pour en juger? On a calculé le nombre les vues de pages, là, parce que chaque page elle a son nombre de vues, là, qu'on peut voir ici. Cette page a été consultée. Donc là, c'est moi qui l'ai consultée beaucoup de fois parce que je viens de l'écrire avec plein de révisions. Donc, les 117 pages de Wiki ont été consultées en 5 ans, plus de 3 millions de fois. Alors, cela veut dire qu'en moyenne, cela fait 1643 visites par jour. Avec ce nombre de visites, il est clair que ce n'est pas juste mes étudiants de mon cours là, qui visitent le Wiki. Évidemment, c'est juste une répartition hypothétique. Puis voilà un top 10 des pages, des stratégies les plus vues ou les plus visitées. Donc, on parlait des innovations, des tendances. Est-ce que, par exemple, on pourrait se poser la question, est-ce que ces top 10 révèlent certaines tendances ou intérêts ou besoins d'information des gens qui s'intéressent aux stratégies pédagogiques? Donc, apprentissage coopératif, apprentissage basé sur les cas, jeu de rôle, classe inversée, dialogue socratique, exercice, questions des apprenants, etc. Donc, vous voyez que l'apprentissage coopératif, apparemment, a le vent en poupe, puisque c'est 86 000 de fois qu'il était consulté, mais probablement que ça a augmenté depuis. Vous pouvez vérifier en allant sur cette page-là dans le wiki, parce que dans les informations qui sont en bas de page. Donc, plus de 30 stratégies ont été consultées plus de 40 000 fois. Et enfin, de quelle façon les étudiants ont participé à la construction de la banque de stratégies? La confiance que j'ai mise dans les étudiants s'est révélée vraiment payante, puisque tous les étudiants, sauf un, ont accepté sans rechigner là, de faire de la publication ouverte en ligne comme ça, de participer à la banque. Certains ont été extrêmement enthousiastes, d'autres ont participé moins, mais quand même, la grande majorité d'entre eux ont participé bien plus que ce qu'on voit dans la littérature sur le nombre de participations dans des projets du type Wiki ou les forums de discussion. Donc, nous avons même des personnes là, qui ont participé 500 fois, qui ont mis 500 contributions. Là. Une contribution, c'est une modification du Wiki. Évidemment, il nous reste maintenant à analyser de façon plus détaillée quel est ce type de contribution, de quoi il s'agit exactement, puisqu'il y a un lien avec les travaux notés, etc. Ensuite, donc, il y a le nombre de contributions dans les pages de discussion aussi. On pourrait se demander, est-ce que les étudiants vont juste faire ce qu'ils doivent faire, et est-ce qu'ils vont vraiment discuter entre eux? Donc, quand même, on a une bonne interaction, évidemment, distendue dans le temps. Vous avez donc ici le nombre de contributions dans les pages de discussion par rapport au nombre d'étudiants. Je pense que je vais donc j'avais quelques petits trucs à présenter en plus, mais je pense qu'on va laisser donc le temps pour une petite interaction. Vous pourriez me poser des questions et il me fera plaisir donc de répondre en montrant un petit peu la mécanique du wiki et en quoi consistait ce projet plus concrètement. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Pas pour l'instant. Denis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions sur le web? Non. Alors, Madame Poudelco, je vous inviterai à venir ici avec moi. Oui? Ah oui, excusez, oui.
Est-ce que vous pouvez me rappeler c'est quelles règles que vous avez instaurées pour que le wiki fonctionne bien, pour que la participation soit active, s'il vous plaît? Il y avait beaucoup de règles de participation. Nous avons donc instauré petit à petit toute une façon là, de quelle façon on peut contribuer, c'est quoi la étiquette, etc. La ligne éditoriale, le code de conduite. Donc, il y a plein de règles qui ont été ajoutées au fur et à mesure. Mais par rapport à leur travail dans le cours, l'étudiant, il devait réaliser un travail de construction de connaissances, donc d'ajout du contenu informationnel sur une fiche nouvelle ou compléter une fiche ancienne. Donc, petit à petit, il y a eu plusieurs types de projets là, qui se sont dessinés. Donc, c'est ce travail-là pour lequel il était évalué. Et puis, il y avait le volet B, donc dans ce travail-là, qui prévoyait un minimum de 10 contributions mineures au wiki. Donc, ça pouvait être différents types de contributions. Si je regarde, je vais chercher, parce que le wiki est en train de changer beaucoup, mais je vais retrouver les anciennes contributions mineures. C'est comme ça que cela s'appelait. Donc, les contributions diverses. Voilà, il y avait une description des contributions diverses, en quoi cela pouvait consister, des contributions majeures, des contributions mineures, corriger l'orthographe, proposer des modifications, proposer des exemples, compléter des sections. Donc, le travail était quand même très structuré avec beaucoup de guidages comme ça, mais ce guidage-là, il laissait en même temps plein de liberté dans les choix pour les participants. Et finalement, si on regarde le nombre de contributions, ils ont réalisé pour la plupart bien plus que ce qui était demandé. J'ai eu d'excellents commentaires là, de mes étudiants. D'ailleurs, j'ai un étudiant qui a participé au wiki qui est là, Yuniel, qui m'a dit « Est-ce que je peux l'utiliser à vie ?» Je ne sais pas si c'est toi qui me l'as dit, mais il y en a un des étudiants qui m'a écrit ça, là, comme s'il n'avait pas compris que c'est vraiment disponible sur le web pour tous. Alors, c'est bien. Vous pouvez ramasser vos papiers, vous me suivez. Pendant ce temps-là, j'invite les prochaines personnes. Oui, t'en as... Oui. À quelle difficulté l'équipe a-t-elle été confrontée? Est-ce qu'il y a eu des réticences également? Il n'y a pas eu de réticence des étudiants pour la participation au wiki, vraiment pratiquement aucune. C'est moi qui encadrais la plupart des étudiants, donc je communique aussi avec eux par courriel, par téléphone au sujet du travail. C'est seulement une fois que le wiki a beaucoup grossi qu'on a commencé à avoir des problèmes. OK, je ne m'y retrouve pas, c'est beaucoup de travail, c'est où que je vais, c'est qu'est-ce que je fais. Donc, on est vraiment venu à un stade de maturité où le projet devrait être revu pour continuer à vivre de façon différente. Oui, allez-y en avant. Oui, je prendrai le relais ensuite. Oui, bonjour. Oui. Donc, Pascal Blanc, Vitrine Technologie Éducation. C'est un super beau projet. Et en fait, ma question, vous avez parlé qu'il y a beaucoup de visites quotidiennes. Et je voulais savoir si vous avez... Comment pensez-vous que les gens trouvent le site? Est-ce que vous avez fait comme une stratégie de promotion ou Absolument autre chose? aucune. Si vous tapez dans Google, c'est sûr que moi, maintenant, je tombe tout de suite là-dessus parce que Google se souvient de moi. Mais en fait... en tapant là, étant donné la façon dont il fonctionne, le PageRank de Google, c'est la popularité là, donc, de la page et le nombre de connexions aussi internes au site. C'est pour ça que Wikipédia, qui a beaucoup de connexions internes, sort souvent dans les premiers résultats. Aujourd'hui, essayez vous-même là, et puis vous allez voir que mon site va sortir pas mal dans les premiers résultats. Donc, c'est juste comme on dit là, le riche est toujours gagnant. Alors, une dernière question pour les gens du web. Oui, Denis? On va forcer un petit peu. Il y a deux questions. Okay. Y a-t-il possibilité de mise à jour du wiki? Est-ce que celle-ci est faite sur une base libre par les étudiants? Mise à jour? Oui. Une mise à jour, justement, c'est ça qui est très problématique, puisque le site est public, tout est transparent, là, toutes les modifications qui ont été réalisées, vous pouvez les voir dans la liste des modifications, dont on peut afficher, là c'est moi qui ai beaucoup travaillé, et les concepteurs pédagogiques avec qui je travaille, mais on voit ici, on a eu je peux afficher donc, le nombre de contributions, par exemple les 99, 30 derniers jours, donc c'est extrêmement transparent. Maintenant, si je fais une mise à jour, d'une certaine façon, on perd tout. Évidemment, on peut faire des mises à jour du système de sécurité. Et on a fait plusieurs mises à jour récemment, donc ça fonctionne. Mais l'idée du wiki, c'est ça, c'est une évolutivité dans laquelle la mise à jour, on pourrait dire, elle est vraiment permanente. Donc, pour moi, maintenant, changer
Changer de projet, c'est vraiment prévoir d'autres activités, un autre cours, utiliser le wiki finalement pour les étudiants, par les étudiants d'une autre façon. Je vois qu'il y a une autre question dans la salle. Madame, vous vous apprêtez à poser une question, oui. C'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. J'ai trouvé ça rafraîchissant qu'au début, tu as commencé puis tu as parlé de la technologie plus humain. Parce que dans ce cas ici, je crois l'innovation n'est pas la technologie qui a été utilisée, mais plutôt le processus d'interaction humain qui est motivé par les connaissances, les intérêts et la motivation individuelle et collective. C'est ça, d'après moi, l'innovation, c'est cette interaction humaine pour motiver l'apprentissage. Oui, tout à fait. Merci. Denis, tu disais que tu avais une autre question? Oui, pour ce qui est de l'aspect technologique, est-ce que ça demande un grand espace sur un serveur? Écoutez, j'ai un bon soutien des services informatiques de la TELU qui ne m'ont jamais posé trop de problèmes là-dessus. Alors, je ne pense pas. On a un espace vraiment pour les médias wiki. Je ne crois pas que ce soit extrêmement gourmand en espace. Alors, merci. Non, hein, il y a quelqu'un qui ici, l'intelligence collective qui fonctionne. Voilà, monsieur dit que non, pas du tout. Et puis, c'est aussi extrêmement flexible avec plein de fonctionnalités. Par exemple, au niveau pédagogique, là, si on regarde, par exemple, vous pourriez vous demander, est-ce que ça demande beaucoup de travail de la part de l'enseignant? Je vous dirais que oui. Quand moi, j'ai calculé combien de contributions moi j'ai faites au Wiki pendant les 5 ans, c'était plus de 4000. Maintenant, dans la discussion, moi, je me suis beaucoup servi du Wiki pour donner un feedback rétroactif là, donc, sur la construction du contenu. Donc, en même temps, cela sert vraiment de modélage. Les autres étudiants peuvent voir les feedbacks des enseignants, les feedbacks des autres étudiants. Donc, il y a vraiment, l'apprentissage vicariant s'est fait aussi comme ça. Donc, il y a vraiment énormément là, de fonctionnalités techniques, mais qui peuvent être utilisées pour faciliter l'apprentissage, favoriser l'interaction. Et en fait, je trouve que ça donne un champ immense là, pour la créativité. Alors, moi, je veux qu'on gagne du temps. Écoutez, on a une journée de 24 heures, puis il faudrait être chez nous rendu à minuit. Nous allons continuer dans ce sens-là. Pendant que nous parlons des propos qui ont été mis dans le Padlet, j'inviterai Mme Nancy Couture et Julie Bélanger à s'installer. Alors, nous, pendant ce temps-là, on va aller voir ce que nos amis du Web nous ont... Non, madame, vous restez près de moi. Bien oui, vous êtes concernés. Dans le Padlet, il y a eu plusieurs choses. J'ai retenu, moi, le mot « faire confiance ». Alors, j'imagine que dans les prochaines fois, je vais vous faire confiance, tous et toutes, pour ne mettre qu'un seul ou deux mots. Parce que quand j'ai des questions, je ne serai pas en mesure de répondre aux questions dans le Padlet. Et quand j'ai des phrases de 32 mots, on ne pourra pas nécessairement les considérer. Donc, je vous fais confiance. Alors, on a trouvé des choses qui étaient intéressantes. Implication pédagogique, est-ce que ça vous va, madame? C'est pas Absolument. Partage de connaissances. Oui. On a dit construction des savoirs. On a parlé de collaboration et d'apprentissage. Et on a parlé aussi d'ouverture, d'intelligence collective. On a une phrase que j'ai aimée qui n'était pas trop longue. Célébrer les erreurs pour innover. Oui. Est-ce que ça vous va? Oui. Est-ce que quelqu'un dans la salle est d'accord avec célébrer les erreurs pour innover? Je prendrai un commentaire. Non, personne ne veut commenter sur célébrer. On a parlé d'évolution, de sagesse, confiance encore, participation, exploration éducative et aventure pédagogique, et illuminer, et voilà, collaboration. Donc, je pense que le mot confiance est revenu le plus souvent. Êtes-vous d'accord dans la salle que c'est une question de confiance? Bon, ben c'est beau. Alors, on applaudit Mme Poudelco. Merci beaucoup.